vais essayer de présenter en un temps limité les rapports complexes qui se sont établis dans un grand XXe siècle, XXIe, entre l'histoire du syndicalisme et l'histoire des services publics en France. Or, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont deux histoires très distinctes. Ou plus exactement, à certains moments, au fond, l'histoire du syndicalisme est assez proche, est assez en harmonie avec celle des services publics, et à d'autres moments, ils s'en détachent, et ce sont des histoires nettement séparées. Alors, pour essayer de comprendre, même si c'est de façon schématique, cette histoire évolutive, j'ai proposé de faire en 3 périodes distinctes, qui sont les 3 périodes qu'on a beaucoup plus explicitées dans l'ouvrage commun qu'on a fait avec Daniel Tartakovsky sur l'état détricoté. C'est-à-dire qu'ils correspondent à 3 configurations successives dans l'histoire sociale, politique, économique française. Ce ne sont pas l'histoire des régimes politiques, ce ne sont pas l'histoire même des gouvernements, ce sont vraiment des configurations de différentes formes de compromis social entre les classes, les groupes sociaux successifs. Première période, en remontant assez loin, à la Troisième République, en remontant aux années de mise en place de la République, les années 1880, on dira qu'on est dans le compromis républicain, la Troisième République, jusqu'en 1936-1945. La deuxième période, c'est la période de ce qu'on pourrait appeler l'état social en France, donc 36-45, 36-44, jusqu'aux années 70, début des années 80. Les ruptures ne sont pas au jour près, c'est une période avec éventuellement des chevauchements. Et puis la troisième période, c'est la nôtre, mais qui remonte, disons, aux années 80 ou 90. Et on va voir que dans chacune de ces périodes, au fond, l'histoire du syndicalisme et l'histoire des services publics prend des formes différentes et leur relation est différente. Pour simplifier, et puis je vais développer chacune des 3 périodes, pour simplifier, dans la première période, l'histoire du syndicalisme est très distincte et très dissociée de l'histoire des services publics. Les services publics, au fond, n'ont pas grand rapport avec l'histoire syndicale française, en France. La deuxième période, au contraire, est une période de rencontre, de rapprochement. Il y a un côté synchronique un peu du syndicalisme et des services publics, c'est-à-dire qu'on va voir que ça correspond à une configuration plus générale où le syndicalisme, comme le service public, sont à la base de l'État social. Donc les deux sont 2 piliers qui ont à voir ensemble. Et puis dans la troisième période, alors là, il y a une double mise en cause, une double difficulté, une double régression, si on veut, des services publics eux-mêmes de la période précédente qui sont remis en cause, et on sait bien que le syndicalisme aussi connaît des difficultés à partir des années notamment 1990, 2000, pour des raisons qu'on va expliciter. Donc je vais voir ces 3 périodes successivement. Première période, donc 2 histoires parallèles qui se rencontrent guère. C'est ce qu'on a appelé le compromis républicain. Alors ce compromis républicain, il est au fond mis en place par les fondateurs de la Troisième République, les Jules, et la vision qu'ils ont de la société lors de cette mise en place de la République repose au fond sur 3 piliers qui ne sont pas l'État social, qui est la petite propriété privée, et notamment valoriser tous les indépendants,
ou les professions libérales. Il faut voir par exemple la surreprésentation parmi les dirigeants républicains, les Jules, qui sont soit avocats, soit médecins, donc une surreprésentation de ce qu'on appellerait aujourd'hui les classes moyennes dans cette direction politique. Donc la petite propriété privée, c'est pas tellement le salariat. Il faut bien voir qu'à l'époque, les salariés sont minoritaires dans les actifs. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'agriculteurs indépendants et il y a beaucoup de PME, de dirigeants, d'artisans, de commerçants. Donc c'est la petite propriété privée, c'est l'enseignement et l'éducation essentiellement primaire, puisque l'obligation ne porte véritablement que sur l'enseignement primaire, et c'est le suffrage universel masculin. Et ce sont les trois piliers. Pour ces républicains, l'État social est forcément faible. Pourquoi? Parce que l'État est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il répugne à l'impôt trop lourd. Je vous rappelle que c'est seulement en 1914 qu'est mis en place le premier impôt sur le revenu, que les impôts issus de la Révolution sont des impôts assez faibles et qui, au fond, portent assez peu sur les revenus effectifs, mais sur des estimations d'ailleurs extrêmement difficiles à établir et qui du coup représentent un prélèvement fiscal faible. Donc l'État social est faible. Toutes les grandes lois de protection sociale interviennent tardivement et mettent longtemps à être mises en place. Les débats par exemple sur la retraite pour les salariés va prendre 40 ans avant d'aboutir à un premier projet de retraite en 1910. Donc on est vraiment dans des situations où l'État social en France est en retard par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Angleterre. Alors que viennent faire les services publics là-dedans? Les services publics, c'est quand même une invention des républicains, libéraux plutôt, qui pensent que pour certaines activités, notamment des activités de service, de réseau, eh bien, ces activités correspondent à un intérêt général et nécessitent donc des modes de fonctionnement qui ne répondent pas à des logiques de marché. C'est-à-dire que pour toute une série de services, que ce soit donc qui correspondent à des droits d'accès général, considéré comme un besoin d'intérêt général, alors que ce soit l'eau, l'énergie, les transports, la communication, à l'époque c'est plutôt la poste, eh bien, même ces républicains libéraux pensent qu'on doit mettre sur pied un système de service public qui ne soit pas un système lié à la rentabilité comme dans le secteur privé intégral. Avec trois principes qui continuent à être les principes du service public d'aujourd'hui: la continuité dans le temps, que ce soit disponible, bon, pas 24 heures sur 24, mais une grande partie du temps, la continuité dans l'espace, que tout l'espace, les territoires soient couverts, donc c'est l'idée que c'est un besoin général aussi géographiquement, l'égalité d'accès, c'est-à-dire indépendamment des coûts, par exemple, pas le kilomètre de chemin de fer soit le même, quelle que soit la configuration, qu'on ait à faire des tunnels qui coûtent cher ou qu'on soit dans une plaine pour lesquelles les coûts sont moindres. Et puis la mutabilité, ce qu'on appelle la mutabilité, c'est-à-dire le fait qu'on suive le progrès. C'est-à-dire que par exemple, les premiers services publics, c'est plutôt de l'éclairage par exemple au gaz, et puis ça devient de l'éclairage à l'électricité, pareil pour les transports, etc., etc. Alors, ces juristes du service public républicain, faut faire attention, ils rencontrent assez peu le syndicalisme. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne pensent pas nécessairement au fait que ce soit l'État qui soit la personne publique qui énonce les besoins, mais des collectivités locales. Donc c'est beaucoup les communes, voire les départements, mais beaucoup les communes. Et d'autre part, ils n'envisagent pas nécessairement des compagnies publiques, c'est-à-dire des entreprises publiques. Ces services publics sont la plupart du temps assurés par des
compagnies privées qui signent des conventions avec la collectivité publique. C'est le cas pour les chemins de fer avec l'État, c'est le cas pour les transports urbains, le métro à Paris avec la ville, c'est le cas pour les entreprises d'électricité, la plupart du temps avec les communes. Alors, ça n'a pas... Au fond, ça rencontre assez peu l'histoire du syndicalisme. Pourquoi ? Parce que le syndicalisme d'avant 1914 est dominé plutôt par ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, qui a été parfois appelé l'anarcho-syndicalisme, même si le terme n'est pas forcément tout à fait exact, c'est-à-dire la création en 1895 de la CGT, la proclamation de la Charte d'Amiens en 1906, c'est-à-dire l'idée que le syndicalisme, dans cette version syndicale révolutionnaire, au fond, suffit à tout. C'est-à-dire que c'est le lieu d'organisation de la lutte pour l'abolition du salariat, donc c'est pour ça qu'il s'appelle révolutionnaire, c'est-à-dire anticapitaliste. Mais au fond, c'est le syndicat qui doit être l'organe de lutte, et il suffit à tout au double sens. Il est l'organe de lutte, il suffit à tout pour la lutte, et il est aussi le lieu de création de la nouvelle société, qui doit être une société d'abolition du salariat, donc de collectivisation des moyens d'échange et de production, etc. Ce qui fait que ce syndicalisme révolutionnaire ne se reconnaît pas forcément dans les services publics, d'autant plus que ce sont des entreprises privées qui, certes, sont contraintes par des cahiers des charges de ne pas être guidées que par le profit, mais par les besoins d'intérêt général, mais qui néanmoins gardent au fond une structure de direction d'entreprise avec des salariés et des dirigeants privés qui par ailleurs essayent malgré tout de tirer du profit de tout ça. Alors il y a un syndicalisme réformiste, un syndicalisme qui s'y retrouve quand même dans les services publics, c'est-à-dire qui vont négocier, par exemple, je peux prendre l'exemple du métro à Paris, où les syndicats ont quand même réussi à obtenir que le Conseil de Paris obtienne des avantages sociaux pour les travailleurs. Ce qui vous explique que dans les compagnies de chemin de fer, dans les compagnies d'électricité, dans les compagnies de transport, il y a des régimes sociaux qui sont généralement meilleurs que pour la masse des salariés, ce qu'on va appeler les régimes spéciaux après, mais qui en fait ont été antérieurs au régime général du travail et de la sécurité sociale. Mais ce sont des courants réformistes souvent minoritaires à l'époque. Alors la guerre de 14 va modifier les choses, puisque vous savez peut-être que la CGT va contribuer à l'effort de guerre, majoritairement, malgré le caractère de syndicalisme révolutionnaire. Et là, toute une partie de la CGT devient gradualiste, réformiste, pense que par des acquisitions successives, on pourra aboutir à une nouvelle société sans bouleversement fondamental. Et à partir de 1918-1919, la CGT est particulièrement présente dans les services publics, justement, parce qu'ils en attendent, comme généralement la situation des travailleurs est meilleure, ils en attendent une extension qui permettra d'éviter la révolution par des efforts graduels. En revanche, le courant révolutionnaire qui se retrouve dans la CGT-U, la CGT unitaire, lors de la scission en 1921, qui se reconnaît dans la révolution d'octobre 1917, ce qui n'est pas le cas de la CGT, maintenue, réformiste, eux ne se reconnaissent pas dans le service public, puisqu'ils conservent une perspective révolutionnaire, d'autant moins qu'il y a eu des grèves importantes et avec des perspectives révolutionnaires en 1919-1920, y compris dans les services publics, y compris dans les compagnies privées de chemin de fer, et que les militants syndicaux, notamment de la CGT-U, ont été largement révoqués, plus de 20 000 révocations de toutes les compagnies privées de chemin de fer. Donc le contentieux avec les services publics, qui sont à l'époque assurés par des entreprises privées, est très lourd. Deuxième période, je repars de 36 et de 45, et là on voit
un changement de configuration dans les rapports de force, dans la situation même statutaire de ces entreprises de services publics et dans le syndicalisme lui-même, puisqu'on va au fond assister dans ces années 45, 50, 60, 70 à ce qu'on pourrait appeler le double apogée du syndicalisme et des services publics. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a la crise des années 30 qui va mettre en cause le fonctionnement des services publics confiés à des entreprises privées. Pourquoi ? Par l'effondrement des recettes en général de ces entreprises qui se retrouvent, quels que soient les détails et les spécificités des unes ou des autres, qui se retrouvent généralement en grand déficit et où, au fond, les compagnies privées ne voient plus davantage à assurer ces services. C'est le cas typique des compagnies de chemin de fer. Il faut bien voir qu'à partir des années 30, 31, 32, les dirigeants privés des compagnies de chemin de fer, où il y avait à la fois des grandes banques, des industriels, eh bien, veulent se désengager. Et vous savez que la SNCF est créée dans ce contexte en 1937, mais ce n'est pas une nationalisation du Front populaire. C'est une nationalisation à la demande des compagnies dont la négociation aboutit en 1937 par la reprise par l'État, en fait, d'une société d'économie mixte, puisque l'État a 51% pour 45 ans, et 45 plus 37, ça fait 82, ce qui fait que ça va coïncider avec les nationalisations de 82, mais c'est un peu le hasard. Un peu toutes ces compagnies privées qui étaient liées par des conventions de services publics donc connaissent de grosses difficultés et souvent les intérêts privés se désengagent. Ce qui veut dire qu'on assiste à une étape nouvelle, c'est que les services publics deviennent la plupart du temps assurés par des compagnies publiques, alors qu'elles l'étaient par des compagnies privées, qui étaient un peu l'idéal républicain des républicains libéraux. Et donc ça vous explique la SNCF en 1937, et puis les grandes nationalisations de 1944-46, EDF, Charbonnage, Air France, soit pour des raisons économiques de monopole naturel, de monopole intérieur. EDF, par exemple, c'est évidemment plusieurs centaines de compagnies d'électricité qui sont refondues en une seule. Pourquoi ? Parce que le caractère technique d'économie d'échelle faisait que, techniquement, au fond, une grande compagnie d'électricité apparaissait comme beaucoup plus cohérente, même d'un point de vue technique, indépendamment du projet politique et social qu'il y a derrière. Or, ces nationalisations des grands services publics, notamment de réseau, apparaissent dans le programme du Conseil national de la résistance. En 1936, il n'y a pas eu un nombre considérable de nationalisations. Je vous rappelle que dans le mouvement syndical révolutionnaire, la CGTU, qui fusionne avec la CGT en 1936, le courant révolutionnaire qui s'identifie plus ou moins aux communistes, était très réservé vis-à-vis des nationalisations. Ils étaient même plutôt hostiles, et en 1936, ils n'étaient pas très favorables parce que les radicaux étaient contre. Donc ils voulaient une alliance large, et ils n'insistaient pas beaucoup. C'était plutôt les socialistes, et notamment les socialistes réformistes, qui pensaient que les nationalisations, c'était une étape vers le socialisme. Pour les communistes, non. Mais ils vont changer d'attitude quand ils vont s'apercevoir que les nationalisations peuvent être, au fond, la possibilité de position importante pour le mouvement syndical, où le mouvement syndical pourra obtenir donc des positions importantes dans les conseils d'administration et puis dans ce qui va être créé en 1945, que sont les comités d'entreprise. Donc les grands comités d'entreprise de ces grandes entreprises nationales devenues entreprises publiques de services publics, que ce soit donc l'EDF, GDF, la SNCF, etc., vont devenir autant de positions aussi, de pouvoir qui pèsent sur la vie des salariés et qui permettent au fond de relayer le mouvement syndical par toute une série d'œuvres sociales, d'activités, bien au-delà de l'activité revendicative. Donc le programme du CNR va instituer en fait
le service public au cœur de l'État social. Je vous rappelle que dans les principales revendications du CNR, qui est signé à la fois par les partis politiques de la résistance, des communistes jusqu'aux gaullistes en passant par tous les autres, le mouvement syndical, la CGT, réunifiée une fois de plus en 1943 entre courants réformistes et courants plus révolutionnaires, mais aussi la CFTC, donc les deux grandes confédérations de l'époque qui sont signataires du programme, donc qui se retrouvent, et les mouvements de résistance. Jamais un texte n'a obtenu une telle unanimité, dans la clandestinité, mais une unanimité effective comprenant les nationalisations des grands secteurs et notamment des services publics économiques, le plan, la planification, la sécurité sociale, les comités d'entreprise et un nouveau statut de la fonction publique qui va être mis en place en 1946 pour assurer l'indépendance et la protection des membres de la fonction publique. Or là, le courant syndicaliste révolutionnaire pour l'abolition du salariat se reconnaît en partie dans ces services publics. Pourquoi ? Parce que le syndicalisme y occupe une place centrale. Et ça a été voulu comme tel. C'est-à-dire place centrale dans les conseils d'administration de ces entreprises nouvelles, place centrale dans les élections au comité d'entreprise qui se font sur liste syndicale et où la CGT, notamment unifiée, occupe des positions fortes qui correspondent à ce qu'on appelait avant-guerre les bases multiples, c'est-à-dire d'avoir des bases politiques, mais aussi des bases dans les entreprises elles-mêmes, et donc pour aller plus loin, comme perspective. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée qu'avec les nationalisations, on a des morceaux de socialisme, c'est l'idée qu'on a des possibilités meilleures de développer des luttes pour aller plus loin. Donc on voit bien une vraie conversion, si on veut, du mouvement syndical révolutionnaire à l'idée qu'en période de force, ce qui est le cas, je vous rappelle qu'en 1944-45, on estime que la CGT unifiée avait plus de 3 millions de syndiqués. C'est-à-dire qu'on a une période tout à fait exceptionnelle où le syndicalisme est fort, la syndicalisation est forte, et d'autre part, il y a peu de divisions. À l'intérieur de la CGT, on rencontre à la fois les fonctionnaires, les ouvriers, les employés, les enseignants, etc., qui vont se diviser en 47-48 avec la création de FO, avec l'autonomie de la Fédération de l'Éducation nationale, donc qui vont éclater dans les années de la guerre froide, sur des questions essentiellement internationales, contre le plan Marshall, ou en faveur et la coupure en fait du monde en deux. Alors, dans cette période, malgré la guerre froide, on peut dire que cet attachement au service public né du programme de la résistance va durer. Ça n'empêche que le mouvement syndical va se battre contre ce qu'il appelle l'État patron quand des mesures en matière de salaire ou en matière de conditions de travail sont insuffisantes. Mais au fond, le courant syndical va persister à considérer que ces grands services publics constituent quand même une avancée qui donne des positions favorables pour développer la lutte. On voit bien comment 1936 a inauguré dans le mouvement syndical, on développe ça longuement dans l'ouvrage que j'ai signalé, le commun avec Daniel Tartakovsky, une double culture dans ce mouvement syndical, une culture de mobilisation, certes, on obtient la mesure de la lutte, mais quand même une culture de régulation. C'est-à-dire que quand on obtient des choses par la lutte, on peut obtenir des lois, des institutions nouvelles, mais évidemment à la suite d'une mobilisation forte. Ça a été le cas en 1936, ça a été le cas en 1944-1945 avec la résistance. Et donc on est quand même attaché à ces institutions qui sont nées du programme de la résistance, même si on se bat quand les conditions se dégradent, quand la politique menée à l'égard des salariés de ces services publics n'est pas suffisante. Et on voit bien comment
ces services publics vont jouer aussi un rôle majeur dans la grande croissance des années 50-60, qui aboutit quand même à une amélioration de la situation matérielle des salariés. Que ce soit EDF, le CEA, la SNCF, la SNECMA, donc l'aéronautique, qui va déboucher sur le Concorde ou l'Airbus, on voit bien qu'on a des secteurs clés du développement économique de la France et du grand rattrapage technique et économique qui explique cette forte croissance. C'est-à-dire la stagnation des années 30-40 est rattrapée en l'espace de 20 ans, 15 ans, avec des taux de croissance élevés, puisque, au fond, on rattrape des technologies qui n'ont pas pu être développées, mais qui étaient connues, et qui reproduisent, grosso modo, celles des États-Unis ou des leaders technologiques. Donc, ces années sont des années de forte coïncidence, de fort contact entre le syndicalisme et les grands services publics, même si par ailleurs, ce syndicalisme se développe ailleurs. Je vous rappelle qu'en 1936, la grande grève de 1936, c'est essentiellement le secteur privé. Ce n'est pas les services publics, ou c'était la CGT réformiste qui était à l'époque importante. Donc, ça n'est pas le seul domaine de présence syndicale, mais ça constitue une base importante puisque, je l'ai dit, le syndicalisme, en fond, occupe une place majeure dans ces grands services publics nés de la libération. Et dernier élément, le syndicalisme en général, même si le taux de syndicalisation n'est plus celui de 45-46 dans les années 60, mais il reste quand même relativement élevé, le syndicalisme représente un peu la base majeure au fond, du compromis social de l'État social, par sa présence justement, par son exigence, au fond, de défendre l'État social, et qui fait que c'est le syndicalisme qui constitue aussi la base d'élaboration politique même, pour constituer, au fond, une république économique et sociale, et pas simplement une république laïque, comme l'avaient fait les républicains. Et de liberté politique, mais qui soit une véritable, ce qu'était le programme de la résistance, il est question d'une véritable république économique et sociale. Or, c'était le syndicalisme, et notamment dans sa composante révolutionnaire, et notamment la CGT, qui représentait cette garantie d'une nouvelle république, puisque la quatrième était censée dépasser très largement ce qu'avait fait la troisième, puisque personne ne voulait revenir à la Troisième République après Vichy. Ce n'était pas simplement rétablir la République, mais c'était en faire une nouvelle. Et cette nouvelle, elle passe en particulier par les services publics démocratisés avec une présence syndicale importante. Troisième période, à partir des années 80-90, un nouveau contexte global, international, national, fait que, au fond, et les services publics, dont je viens de parler, et le syndicalisme, dont je viens de parler, se trouvent en difficulté, et se trouvent face à une situation d'instabilité beaucoup plus grande que dans la période précédente. Double instabilité, instabilité des services publics mis en cause, et instabilité du syndicalisme, qui à la fois réduit son audience, multiplie ses divisions, se trouve en difficulté, chose que vous connaissez bien, mais sur lequel je vais revenir du point de vue du sujet en question. Alors, qu'est-ce qui explique cette modification? On peut dire qu'il y a trois forces qui vont jouer leur rôle simultané. D'une part, on le sait, la fin de la grande croissance. Les années 1974-75 inaugurent une phase de ralentissement de la croissance, les taux de croissance qui étaient de l'ordre de 4-5% par an, évidemment, qui nous font rêver aujourd'hui, ça baisse considérablement. Et d'autre part, on voit réapparaître, ce qui n'était pas le cas dans les années 50-60 et début des années 70, des crises, avec non seulement des ralentissements de la croissance, mais même des régressions. 74, 75, 93,
Donc on a vraiment des... Puis on va en retrouver 2008, etc. Une instabilité, non seulement une croissance moyenne beaucoup plus basse, mais une instabilité, on voit réapparaître des cycles, etc. Donc ça entraîne des moindres possibilités de développement du syndicalisme pour obtenir des avantages sociaux importants. Deuxième facteur, c'est ce qu'on va appeler la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture des frontières qui avait été jusque-là limitée dans les années 50-60, malgré une réouverture commerciale, mais qui était lente, graduelle, et surtout une ouverture au mouvement de capitaux. Jusqu'aux années 1990, la plupart des États ont des moyens de contrôler les mouvements de capitaux, de contrôler leur monnaie, de contrôler leurs frontières, le maintien du contrôle d'échange, par exemple, en France, jusque dans les années 80. Donc, le système né à Bretton Woods, qui était un système de change fixe, de souci d'une certaine stabilité et de contrôle des États de leur propre situation monétaire pour éviter ce qui s'était passé dans les années 30, est abandonné à partir des années 70 du fait de la crise du dollar, de l'abandon du système monétaire international, du flottement des monnaies à partir des années 71-73, et le fait qu'à partir des années 80 et surtout 90, les frontières disparaissent pour les capitaux. Donc des mouvements de capitaux avec une croissance considérable du poids de la finance dans l'économie et le fait que les flux financiers augmentent beaucoup plus vite même que les flux commerciaux ou que les flux de production. Donc on est dans une financiarisation mondiale de l'économie par étapes, mais qui s'accélère dans les années 90 et notamment en France avec Maastricht en 1992, puisque l'Europe devient un des terrains majeurs de cette mondialisation et de cette financiarisation du fait de la création du grand marché, du marché unique, qui s'élargit en plus à de nouveaux partenaires en Europe que vous connaissez. Le troisième facteur qui explique les difficultés à la fois des services publics et du syndicalisme, c'est la nouvelle économie. C'est-à-dire le fait que, à la différence de la période antérieure où au fond on a vu se développer des secteurs économiques qui étaient déjà connus avant-guerre, mais qui se développent sur des bases plus dynamiques, mais qui étaient au fond l'électricité, le pétrole, l'industrie mécanique, les constructions mécaniques comme l'automobile et l'aviation, mais dont les techniques étaient déjà quasiment mises au point dans les années 30, au moins aux États-Unis, et qui n'ont fait que se développer. Bon, s'y ajouter le nucléaire, mais on avait déjà pratiquement les innovations techniques connues. Donc on visait un avenir partiellement connu. À partir des années 80-90, dans les nouveaux secteurs économiques, on est dans l'inconnu. On ne sait plus quels seront les secteurs véritablement porteurs qui nécessitent de grosses infrastructures. Dans les années 50, on sait que si on investit très lourdement dans l'électricité, de toute façon, on y trouvera son compte. Ou dans l'aviation telle qu'elle s'est développée dans les années 50-60. Dans les années 80 et surtout 90, on ne sait pas très bien dans les techniques de l'information et de la communication quels vont être les secteurs porteurs ou non et qui nécessitent de gros investissements, etc. Alors ça a des conséquences que vous connaissez bien, ça disqualifie les secteurs anciens. Et ça met en grande difficulté par à la fois des délocalisations du fait de la mondialisation, mais aussi des disqualifications de toute une série de secteurs qui vont commencer en France par la sidérurgie dès les années 70, et puis qui a gagné le textile, le charbon, et puis une grande partie des constructions mécaniques, et qui donc mettent en grande difficulté par le chômage de masse la situation aussi du syndicalisme, qui a de grosses difficultés à retrouver au fond des formes de dynamisme dans ce nouveau contexte. Mais dans le même temps, les services publics économiques, qui étaient au cœur de la grande croissance des années 50-60, sont remis en cause au nom du développement de la mondialisation et du fait que
la plupart des économies se réfèrent à une économie de marché, de concurrence libre et non faussée, comme vous le savez, en Europe et même dans le monde. Et donc les principes de service public, c'est-à-dire une égalité de tarifs, quels que soient les coûts, la permanence, le fait que la rentabilité ne soit pas le facteur central de développement, mais plutôt le besoin d'intérêt général, se trouve en contradiction avec le développement de la concurrence et le fait que les logiques privées de marché apparaissent comme étant de plus en plus adoptées par la plupart des pays. Alors ça représente plusieurs étapes. Le paradoxe, c'est que les dernières nationalisations de 1982, du fait de l'application du programme commun nationalisation bancaire ou nationalisation industrielle, ne portaient pas sur des services publics, mais sur des entreprises concurrentielles. C'était Péchinet, c'était Rhône-Poulenc, c'était la CGE, etc. Et qui vont être, au fond, qui étaient en grande difficulté économique, qui vont être recapitalisés, mais que la droite va privatiser dès 1986. Donc, au fond, ces nationalisations apparaissent un peu illusoires par rapport à une évolution qui, au contraire, va consister à remettre en cause même les nationalisations de 1945, qui jusqu'à présent n'avaient été mises en cause par personne, puisque c'était au fond toutes les forces politiques et syndicales et sociales unanimes qui les avaient développées, à commencer par les gaullistes. Mais là, ils se sentent libérés, et donc à partir de 86, 87 et même 88, malgré l'affirmation de François Mitterrand dans son deuxième septennat de dire ni nationalisation ni nouvelle privatisation, on va assister au fond à des privatisations à bas bruit, discrètes, par augmentation de capital privé, intrusion, revente de filiales, jeu en fait au fond de fusion ou d'acquisition, qui vont faire que la plupart même des services publics ou des entreprises publiques vont se retrouver dans des logiques identiques à celles des entreprises privées. Et d'autre part, plus grave, c'est le fait qu'à l'intérieur même des entreprises des services publics, les principes du New Public Management, donc d'un management à l'image de ce qui se passe dans les entreprises privées, c'est-à-dire de jouer la concurrence, la rémunération au mérite, ce que vous entendez aujourd'hui même dans le vote sur la nouvelle statut de la fonction publique, va gagner non seulement les entreprises publiques, mais même et de services publics, mais même la fonction publique elle-même, c'est-à-dire la précarisation, le fait de mettre en cause le statut, de faire en sorte que des recrutements s'effectuent sous contrat privé, chose que vous connaissez bien. Donc, peu à peu, une mise en cause et le fait que la légitimité, le caractère très légitime de ce qu'avait été le programme de la résistance est remis en cause de plus en plus, et il a été frontalement dès la fin des années 90 et même en 2007. Vous savez comment Denis Kessler au MEDEF a dit qu'il fallait défaire systématiquement le programme de la résistance. Alors ça ne s'est pas fait systématiquement, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, mais ça s'est fait peu à peu, et vous voyez bien comment par grappes successives sont mis en cause les principes du service public, notamment la continuité, l'égalité, du fait de l'intrusion de la concurrence. Donc on voit bien, au fond, une double régression du fait de cette nouvelle situation, une double instabilité, à la fois pour le syndicalisme et pour les services publics. J'ajouterais qu'il est de bonne guerre de la part des dirigeants patronaux ou politiques qui mènent cette politique d'opposer les salariés des services publics à ceux des entreprises privées, ce qu'une grande partie du syndicalisme, notamment à la CGT, mais même au-delà, essayait d'éviter, c'est-à-dire de manifester au contraire une solidarité. On le voit encore en 1995,
Le problème, c'est que jusqu'aux années 2000, les luttes sociales menées par le syndicalisme, et notamment en 1995, ont été la plupart du temps victorieuses. À partir de 2001-2002, sans doute, en partie du fait du glissement, de l'intrusion du terrorisme avec l'attentat du World Trade Center et le fait qu'on désigne au fond un nouvel adversaire et qu'on déplace au fond les questions sur la sécurité, à partir de ce moment-là, vous savez comment toute une dynamique nouvelle va permettre aussi de limiter l'action syndicale. Et à partir des années 2000, c'est vrai que la plupart des grandes luttes syndicales aboutissent soit à des demi-réussites, soit à des échecs. Bon, il y a bien le CPE en 2006, mais c'est un contre-exemple qui n'est pas très significatif parce qu'au fond, ce qui a rendu possible une victoire sur le CPE, c'était les divisions au sommet de l'État entre Villepin et Sarkozy. C'est-à-dire qu'en fait, entre le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, il y avait une telle lutte qu'au fond, la marge de manœuvre a été possible pour obtenir quelque chose. Mais c'est vrai qu'à partir des années 2000, au fond, le déplacement vers les questions sécuritaires et le renforcement des moyens de l'État pour limiter d'une façon générale les libertés collectives et individuelles vont encore plus rendre difficile le mouvement syndical.